Tu en as fait beaucoup, Michel. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Je m'en rends pas compte. Enfin, c'est-à-dire que je l'ai fait, je m'en suis pas rendu compte. Alors, sans plus tarder, on va quand même aller vers François qui nous attend. Et François qui nous a attendu depuis si longtemps. Je pense qu'il s'est endormi, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il dort. On va voir. François, il dort. François, j'arrive. Est-ce que tu es là? Allô, il y a quelqu'un? Mais oui. Tu m'entends? Oui, oui. Ah oui. T'as vu combien il est tard? Je suis désolé. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est même en peignoir. J'y croyais plus, moi. Je suis désolé. Mais c'est la faute à Myriam et à Laurent. Ils ont pris tellement de temps. Merci d'être encore là. Merci d'être là. Mais je t'en prie. Merci de m'avoir réveillé. Merci. Alors je te passe déjà un message de ton copain, de ton ami, le docteur, à qui j'ai proposé d'être là ce soir avec nous. Mais alors là, son message est complètement justifié. C'est gentil de me faire part, mais tu feras mes amitiés à Michel en lui disant que je suis allé me coucher, car je commence de très bonne heure demain matin. C'est ma reprise et ça va être fatigant. Sachant que l'autre soir, on était à la fois confinés et que c'était le samedi, amuse-toi bien ce soir, amitié Alain. Voilà. Donc le message est passé. Bon, écoute, sinon je te souhaite bonne nuit, on se revoit une prochaine fois. Non, mais j'ai peur que la prochaine fois, ça soit encore plus long, tu vois. Donc, et puis, bon, écoute, on va s'arranger. Est-ce que tu me permets? Est-ce que tu veux un bout de cake? Un cake tagada? Un cake tagada pour de la Beauce. Voilà, c'est ça, voilà. Bien sûr. Voilà. Bon, allez. Je te sers à boire? Ah bah, allez. À la vôtre. À la vôtre. Hein. Bon, Michel, oui, j'ai effectivement trois questions. Avant ça, j'ai 3 petites histoires à te proposer, à te raconter, à vous raconter. D'accord. Alors, la première histoire, c'est l'histoire d'un enfant de 12 ans qui est vif, qui est jovial. Et puis, c'est un enfant qui aime jouer, qui est un peu audacieux. Et un jour, il décide de jouer à côté de chez lui. Il y a un portail, il y a une fenêtre, et il joue avec ça. Et son père sort, regarde son fils, et quand je dis regarde, il le regarde et dit, mais que fais-tu là-haut? Un portail de 3 mètres de haut, que fais-tu? Son fils lui dit, mais je ne sais pas, je n'ai pas fait exprès, je suis en haut. C'est étonnant. Et donc cette histoire nous montre que déjà cet enfant, il est dans le osé. Qu'est-ce que tu me fous là? Qu'est-ce que tu me fous là, toi? T'as été questionné ma maman. Je raconte des histoires. T'as été questionné ma maman. Il n'y a que ma mère qui connaît cette histoire. Donc, j'ai une deuxième histoire. Là, c'est un enfant. Ma maman, cet enfoiré. Là, c'est un enfant de 13 ans. Il rentre gentiment de l'école, il a l'habitude, il rentre comme d'habitude. Il prend le chemin habituel. Et puis, sa maman le voit arriver au loin, le guette un petit peu. Et là, elle est étonnée parce que cet enfant, à un moment donné, fait demi-tour. Elle dit, tiens, c'est étonnant. Et elle voit que cet enfant repart dans le chemin de l'école. Elle dit, c'est étonnant. Elle décide de le suivre. Elle suit cet enfant, qui est le sien, évidemment, et à un moment donné, attrape son enfant, et lui dit, mais que fais-tu? Le chemin de la maison, c'est là, et toi, tu repars au chemin de l'école. Alors l'enfant, il bredouille, et il va sortir quelques prétextes, quelques raisons. Et sa maman, qui connaît quand même son enfant, et pour cause, est étonnée. Et puis elle voit quelque chose qui dépasse un peu de sa veste. Elle le tire, et hop, ce document tombe. C'est un document. Et là, l'enfant est un petit peu gêné. La maman prend le document, le lit, et c'est un carnet scolaire, un carnet de résultats. Et là, la maman, elle est un peu stupéfaite parce qu'elle constate qu'il y a des mauvaises notes. Et ce n'est pas une habitude pour ce garçon qui a toujours des bonnes notes, je dirais, c'est l'excellence. Il aime les choses qui sont bien faites,
il n'aime pas la médiocrité. Et là, ce garçon est gêné parce que c'est pas son habitude. Donc, ça s'arrange avec sa maman, mais ça montre quand même que cet enfant a eu un peu d'imagination pour essayer de réparer la faute et de retourner à l'école alors que ce n'est pas son habitude d'avoir des mauvaises notes. J'ai une troisième histoire. J'ai une troisième et dernière histoire. Ce jeune homme, il a grandi. Et quelques années plus tard, son premier travail est dans une télé sympathique en Belgique, pour ceux qui connaissent, c'est Télé Moustique. Et puis ce garçon travaille fortement, vivement, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a son chèque de paye, il a sa paye. Eh bien, ce garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Ce garçon, généreusement, va mettre toute sa paye pour offrir un ordinateur à sa sœur, alors que d'autres l'auraient gardé pour lui. Il va offrir sa paye à... Je sais, je vois que tu es stupéfait, on est bien d'accord, l'histoire, elle est à tomber par terre. Oui, complètement. Un jour, je te présenterai peut-être cet enfant. Alors, morale, si je puis dire, de cette histoire, s'il y en a une. Mais ce garçon, ce jeune garçon dont je vous ai raconté ces 3 histoires de vie, ces courtes histoires de vie, c'est un garçon qui est extrêmement sensible et qui aime faire plaisir. Ça, c'est son grand truc d'aimer faire plaisir. Car cet homme a toujours fait passer les autres avant lui. C'est son truc. Et il est toujours prêt à aider les plus nécessiteux. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et je vais vous faire une révélation. Cet homme, c'est un amour avec un grand A. Et pour terminer, c'est un fils idéal. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce qu'il parle de son fils? Non, je parle de Michel. Je parle de Michel Poulart. Et effectivement, ce sont des propos que j'ai recueillis auprès de Solange et auprès d'Alain. Voilà pour la petite histoire qui est fort sympathique. Eh oui. Salopard. Bah non. Mais est-ce que nous sommes d'accord? J'ai dit la vérité. C'est génial, c'est génial, c'est génial, ça me touche, je suis ému. L'histoire de mon premier chèque et de l'ordinateur de ma soeur, je l'avais oublié, dis donc. Mais oui, maintenant que tu la racontes, je m'en souviens effectivement. Et j'en ai d'autres, mais je suis allé à l'essentiel, mais j'en ai d'autres. Tu as été contacter ma maman qui ne m'a rien dit, parce que ça, c'est le genre de truc qu'elle sait, elle sait tenir sa langue. Demain, je l'appelle et je la gronde. Non, mais elle n'est pas couchée, parce que je lui ai dit, bien sûr, tout ça, je lui ai expliqué. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est trop tard pour elle, je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas. Tu es le fils idéal. Tu es le fils idéal. Bien sûr que vous êtes 8, bien sûr qu'elle aime les autres enfants et tu le sais, mais elle m'a bien dit, c'est un fils idéal. Et c'est un amour avec un grand A. Donc c'est bien. C'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est bien de savoir et c'est bien de l'entendre parce que ça fait du bien. Absolument. Après, bien sûr qu'il y a d'autres anecdotes, mais je me suis engagé de ne pas les dire. Donc, je respecte ma parole. Elle t'a tout révélé, quoi, même le pire. Tout. Non, j'irai pas jusque-là. Mais d'ailleurs, elle est adorable. Tes parents sont adorables. J'assume tout, il n'y a pas de problème. Non, mais je confirme que tes parents sont adorables. Oui, absolument. Et puis, c'était quand même effectivement un peu gonflé, un peu osé, parce que j'y suis allé au culot. Maman, je te... Maman, toi, Attends, tu vas voir, quand tu vas me revoir à la maison, tu es privé de Louis pendant 1 semaine. Voilà, ça t'apprendra. Maman, tu es privé de Louis pendant 1 semaine. Voilà. Et maman Solange, j'ai respecté ma parole et je vous remercie d'avoir joué le jeu avec moi ainsi qu'avec votre mari. C'était très sympathique. Parce que tu as eu ma maman et mon papa, en fait. Évidemment. Tu les as appelés ou quoi? Oui, on s'est appelés. Évidemment. Incroyable. Je l'ai eu ce matin. Je les ai eus tous les deux ce matin. Ils m'ont rien dit. Non, ça, ils ne pouvaient pas le savoir ce matin encore. Ah, d'accord. Bravo, François. Alors là, bravo. Là, tu as la palme de l'originalité. Bravo. Merci. Alors, est-ce que je peux te poser une question maintenant? Attends, je prends mon souffle.
Oui, reprends. On n'est pas pressé. De toute façon, maintenant, je suis réveillé, j'ai toute la nuit. Hein. Oui, bon, on va peut-être pas rester toute la nuit parce qu'il y en a qui Non, travaillent demain. non, on est d'accord. Eh oui, c'est la reprise quand même demain. C'est la reprise. Eh oui, eh oui. Le temps que tu te remettes de tes émotions, j'ai une structure qui s'appelle Motivation Première. J'ai créé une société qui s'appelle Motivation Première il y a très longtemps. Et parce que pour moi, la motivation est importante. Et j'ai mis en place il y a quelque temps des courtes interviews avec des personnalités qui ont réussi dans des domaines différents. Ça peut être la culture, ça peut être les affaires, ça peut être la littérature, peu importe. Et ce que j'ai fait, et là on va faire une répétition ce soir si tu es d'accord, j'ai demandé à ces personnalités, c'est très simple, vous allez vous présenter en 2 minutes, même pas 2 minutes, en 30 secondes, vous allez dire qui vous êtes, ce que vous faites, et surtout, vous allez exprimer quelle est votre motivation première. Alors, il est évident que c'est la motivation première du moment. Si ça se trouve, c'est pas la même qu'il y avait 6 mois ou que tu auras. Mais aujourd'hui, si je te pose la question, si j'étais en face de toi avec la caméra et je te dis, voilà, Michel, quelle est ta motivation première? Quelle serait ta réponse? Comme ça, à froid. Certains me disent, voilà, il me faut du temps et tout. Là, voilà. Dans le contexte d'aujourd'hui, Aujourd'hui. ma Ça veut motivation. dire que. Ok. Ma motivation première, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est de reprendre mon business le plus vite possible, de retrouver les planches le plus vite possible et dans l'espoir de pouvoir très vite reprendre des conférences parce que ça me manque. Et puis économiquement, parce que ça manque aussi financièrement, mais parce que les planches me manquent, le voyage me manque, de la rencontre des gens me manque, le bonheur de voir ces gens s'illuminer pendant mes conférences me manque. Donc ma priorité numéro 1, en tout cas mon moteur numéro 1 aujourd'hui, c'est de me remettre le plus vite possible au travail. D'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est que tu me l'as donné ce soir. Si on a l'occasion de se revoir prochainement et que tu es toujours d'accord que l'on fasse la vidéo, j'ai un certain nombre de personnalités qui ont accepté de jouer le jeu et c'est très intéressant et amusant. Pourquoi je fais ça? Parce que l'exemple est important et quand une personnalité a réussi et que cette personne s'exprime, je me dis que ça peut aider d'autres personnes. Comme toi, tu vas aider d'autres personnes et que l'exemplarité peut être un levier nécessaire, motivant pour faire avancer. Parce que si ça se trouve, demain, il y a des personnes, la preuve en est, tu l'as dit en tout début d'émission, comme Galibier qui t'a écouté et qui ont dit mais c'est formidable et qui t'ont donné un coup de main. Et voilà, c'est ça la transmission aussi. C'est capital. Deuxième question. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure avec ta maman. Quand j'ai discuté avec tes parents, je me suis dit, ils doivent avoir une expérience de vie très, très riche. À la fois de ce qu'ils ont fait, puis à la fois à travers les enfants, à travers toi et autres. Et je me suis dit, ça serait intéressant qu'un jour, on aura l'occasion d'en reparler. Ils ont certainement des choses à dire et à écrire, et qui pourraient intéresser énormément de monde. Et comme je sais, et pour cause que vous êtes en relation avec Michel Cavard, avec Régine Dumilly, je me dis qu'il y a certainement des choses à voir, à réfléchir par rapport à un jour à un livre public. Je ne parle pas de l'édition classique, puisque toi, tu vas être édité dans des grandes marques, mais c'est le livre public est quelque chose de complètement différent, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et je pense qu'il y a des personnes comme ça qui ont un parcours de vie qui est assez étonnant, qui est riche et qui peut être intéressant à d'autres personnes à transmettre. Comme toi, tu l'as fait pendant ces 50 jours, eh bien, il y a d'autres personnes qui sont des mémoires vives, qui ont une manière de faire et de transmettre qui est très intéressante et qui peuvent aider les uns et les autres. Donc voilà, mais ça, on reparlera par la suite et avec Michel de cette idée-là. La deuxième question, puisque tu l'as dit, ce que ne dit pas tout le monde, tu as traversé l'expérience d'un burn-out. Tu en es ressorti. Je dirais, quels ont été pour toi les moyens qui t'ont permis d'en ressortir et de rebondir? Pourquoi je demande cette question? La semaine dernière, j'ai animé avec mes 2 co-auteurs un webinaire pour plus de 800 personnes sur le sujet de la prévention du burn-out, la prévention de la charge mentale. Et puis, au terme de ce webinaire, on a reçu énormément de questions, chacun pour nous, et j'en ai reçu beaucoup sur la question du burn-out.
Et ces personnes, pour la plupart, s'en sont sorties, mais certains s'en sont mal sortis, sont cabossés. Et me demandaient donc des conseils. Et ça m'a donné d'ailleurs une idée dont je te reparlerai tout à l'heure. Mais pour cette question que j'ai pour toi, puisqu'aujourd'hui tu es quand même une référence, quels sont les conseils que tu pourrais donner? Comment tu t'en es sorti? Et quels sont les conseils que tu pourrais donner pour te sortir du burn-out? Enfin, ton expérience de vie à toi. Mon expérience de vie à moi, c'est que je me suis retrouvé dans une situation personnelle où j'avais l'impression de perdre la main et le pied de tout ce qui semblait bien fonctionner. Et quand je dis bien semblait, c'est que, je dis ça avec le recul maintenant, hein, c'est que je vivais avec beaucoup de masques pour rentrer dans un moule. Je rappelle qu'à cette époque-là, je vivais en Hollande, j'en parlais hier justement, qu'en Hollande, c'est quand même une culture assez différente de la nôtre, qui est entre la culture germanique et la culture américaine, mais les négatifs des deux. Non, mais voilà, je le dis, mais avec quelqu'un qui a vécu un burn-out là-bas. Donc, attention, c'est pas objectif du tout. C'est-à-dire que forcément, j'ai des associations très négatives là-bas. Le burn-out, voilà, le burn-out dans un certain contexte a créé des associations. Et quand j'y vais, bon, aujourd'hui ça va, je me suis soigné, donc ça va beaucoup mieux. Le burn-out, premièrement, je ne me suis pas rendu compte, comme beaucoup de gens qui vivent un burn-out, ils te le diront, hein, je ne me suis pas rendu compte. Je ne l'ai pas senti arriver du tout. Et j'ai fait partie de ces gens qui en permanence disent bon, ça va passer, oh, ça va pas durer, oh, c'est que temporaire, oh, ben, ça ira mieux demain. Et puis, en fait, tu continues et en plus, tu es comme avec un élastique, tu le tires de plus en plus. Et pour moi, c'est une belle image, c'est une belle métaphore. Tu tires sur l'élastique et l'élastique, à un moment donné, ça va, et puis à un moment donné, il pète. Et quand il pète, c'est là où tu perds complètement pied, où tu comprends plus ce qui arrive. Et tu rentres dans le burn-out de façon complètement inconsciente. Et un beau jour, tu te retrouves plus chez toi, mais à dormir dans le grenier d'un ami, parce que tu as quitté ta femme, parce que tout ça est lié. Tu quittes ta femme, enfin, il y a plein de choses qui vont mal. Un couple très, très compliqué, avec énormément de conflits. Moi qui déteste ça, j'ai eu une relation pendant 9 ans avec une femme où c'était un conflit perpétuel. Donc déjà, c'était pas mon caractère. Ensuite, je vivais pour plaire aux autres. J'étais quelqu'un qui ne disait jamais non. Je disais toujours oui. Et en disant oui, comme je suis quelqu'un qui tient sa parole, je faisais tout ce que je disais. Donc, j'étais submergé de choses que je faisais pour les autres. Et quand maman te disait aussi que je toujours mis les autres avant moi, c'était encore plus vrai à ce moment-là. C'est un contexte où j'avais entre 20 et 29 ans, donc on se cherche encore un peu, on commence sa carrière professionnelle, tu veux faire bonne mine. Donc en fait, il y a une pression sociétale, financière et émotionnelle qui fait que tu te retrouves dans le grenier de chez tes amis à passer là en te disant bon, ça va passer. Et c'est là où tu te rends compte qu'en te disant ça va passer, il n'y a rien qui passe. Et c'est en fait une prise de conscience, si un jour, au bout de plusieurs mois, un jour, je me rends compte que je ne suis plus celui que j'ai été. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pas été consulté, parce qu'à l'époque, j'avais des préjugés sur les psychologues. Pour moi, les psychologues, c'était pour les fous, comme beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui, malheureusement. Puis, c'était pas trop connu encore à l'époque, le burn-out. On n'en parlait pas tellement, donc. Je te parle de ça il y a 20 ans, donc c'était quelque chose qui était... Le burn-out, on en parle peut-être de plus en plus ces 5-6 dernières années, tu vois. Mais il y a 20 ans, burn-out... donc j'ai dû moi-même faire une auto-introspection, une auto-analyse, où je me suis rendu compte que je n'étais plus moi-même. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'aime plus sortir, je n'ai plus envie de voir mes amis, il n'y a plus rien qui m'intéresse, j'ai plus envie de rire, il n'y a plus rien qui me fait rire. J'habite chez les amis, alors tu viens, tu veux pas trop les déranger parce qu'ils étaient en famille avec leurs enfants, donc tu viens et tu te fais très discret pour monter dans le grenier et tu manges dans ton coin parce que tu veux pas les déranger, parce que tu veux pas déranger ces gens-là qui t'accueillent. Donc, et c'est là où je me suis dit, merde, je peux pas vivre comme ça. En fait, c'est la prise de conscience du moi et que j'aime pas ce moi d'aujourd'hui. Et le fait de me dire, j'aime pas ce moi d'aujourd'hui, je me suis raccroché au moi d'avant. Je me dis, mais non, mais il était bien mieux celui d'avant. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire?
qu'est-ce que je peux faire pour récupérer celui d'avant? Et c'est une démarche complètement individuelle, solo, que je menais moi tout seul. Et je me suis dit, bah, tu plaques tout, tu te barres de là. Fuis, vraiment, fuis cet endroit, barre-toi. Alors, bon, ça, c'était la première réflexion. Après, le reste, c'est fuir. Et après, maintenant, quand c'est le concret, c'est plus compliqué. Parce que tu as la vie qui te rappelle à la réalité, tu as un boulot, tu as un salaire, tu as une famille, etc. Tu sais quoi, je me suis dit, si je fuis, je me suis fait une promesse. Si tu t'en vas, tu te fais la promesse que tu vas te respecter et tu seras ton meilleur ami et tu pars dans un endroit où tu ne connais personne, tu vas refaire ta vie, mais tu seras tel que tu es, sans masque, et les nouveaux amis que tu te feras, ils vont t'accepter pour ce que tu es vraiment et non pas pour ce que eux voient en toi ou aimeraient voir en toi. Et c'est ce qui fait que j'ai déménagé dans le sud de la France. Et cette promesse, je me l'étais faite et je l'ai tenue, ce qui fait que je suis un peu aujourd'hui. Donc, c'est une prise de conscience de ce que je valais, de ce que je n'étais plus, de ce que j'aimais, de ce que je ne voulais plus, et de me dire, merde, au fond, j'aime bien être heureux. Tu vois, je me suis raccroché à ça. J'aime bien être heureux. Ça me fait chier d'être dans cette situation-là. Et en fait, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris des décisions, et je me suis botté le derrière, j'ai pris mes clics et mes claques, et je me suis barré. Voilà. Bravo, c'est une force de caractère. C'est une force de caractère. Parce que tu en as beaucoup qui sont en situation de burn-out et qui un jour se réveillent, mais n'ont plus rien du tout et n'ont plus la force de repartir. Donc, s'ils n'ont pas une famille pour s'aider, c'est compliqué. Mais des cas de burn-out extrême, c'est un peu ça. Après, c'est pour ça que nous, on a appelé notre livre Burn-out, le vrai du faux, parce que tu en as qui disent, ça y est, j'ai 5 rendez-vous par jour, je suis en burn-out. Non, c'est pas ça. Mais l'attitude que tu as eue, l'état d'esprit que tu as eu, tu as été bénéfique et ce n'est pas tout le monde qui a cette niaque, cette volonté de rebondir. Parce que la volonté est quand même reste une des qualités premières et si tu n'as pas la volonté, je crois que tu l'as montré pendant toutes ces 50 jours, c'est capital. Donc, félicitations. Alors, il y a Claire qui dit quelque chose de très juste, auto-analyser c'est utile, mais on ne peut pas être son propre thérapeute, sauf que je m'en suis vraiment sorti par ma propre volonté. J'avais aucune autre réalité. Pour moi, voilà, il était hors de question d'aller chez un psy. J'ai repris ma vie en main et j'ai eu le courage de dire merde à tout, en fait. Voilà. Oui, mais encore une fois, c'est une force de caractère. Donc, c'est un très bon exemple. C'est vrai que la majorité ne réagissent pas comme toi. La majorité sont anéantis, vont voir le médecin, c'est les médicaments, c'est ci, c'est ça, c'est des remises en question, il faut autre chose. Alors que toi, tu as continué sur ta lancée, mais avec un autre état d'esprit en changeant tout. C'est un petit peu comme si tu as fait un reset et tu es reparti. Oui, et c'est exactement ça. J'ai fait un reset avec la volonté de me retrouver moi et de me faire la promesse d'être moi et que mes amis, mes prochains amis que je me ferai, ils vont m'aimer, mais cette fois-ci pour ce que je suis. Oui, pour ce que tu es toi, absolument. Ouais. Mais très souvent, d'ailleurs, moi, c'est ce que je dis, le burn-out, c'est de revenir à l'être. On est trop parti sur l'avoir, il faut revenir sur l'être, parce que c'est capital. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui sur un plan mondial. Quand on voit comment ça se passe de partout, c'est une catastrophe. Donc, et ça va causer d'énormes dégâts, parce qu'il y a des personnes qui sont trop attachées aujourd'hui encore à l'avoir, alors que c'est l'être le plus important. Et à partir de là, bon, en plus de ça, toi, tu es quelqu'un qui... On va vers une période où il va falloir être très vigilant, effectivement. Encore. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et puis, il va y avoir des dégâts considérables. Hein. Et je pense que si on regarde bien l'actualité, dans les semaines, dans les mois qui vont arriver, il va y avoir des gens puissants qui risquent de s'effondrer ou de passer par la fenêtre parce que tout l'environnement matériel va s'écrouler. Absolument. Hier j'ai eu un client qui me dit « Je ne comprends pas, ça ne va plus dans ma vie, je viens de perdre la porte, je viens de perdre les immeubles, je viens de tout perdre, je suis malheureux. » Je dis « Mais tu en vis, ça va, tout va bien. » « Oui, mais c'est une catastrophe. » Enfin, bon, je dis « Mais il faut arrêter. Il faut appuyer sur le bouton et tout change. » C'est relativement facile, mais à condition de le vouloir aussi. Donc, c'est là où il faut entraîner certains, les prendre en main et les remettre dans le bon chemin. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai une page sur Facebook avec le nom du livre qui s'appelle Burnout, le vrai du faux, sur lesquels on commence à faire des lives. Et
au regard de ce que j'ai reçu comme retour suite à notre webinaire, je me dis que je vais faire des interventions avec des personnes qui ont vécu des burn-out et qui s'en sont sorties pour expliquer aux autres. Parce que si on ne transmet pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et si tu es d'accord, mais ça on en reparlera, et en fonction de ton timing, eh bien tu pourras intervenir pour transmettre comment tu t'en es sorti, parce qu'encore une fois, les exemples sont toujours parlants. Voilà, ça sera J'accepte ton invitation. Mais écoute, je t'en remercie. Je crois qu'on a fait le tour puisque les autres intervenantes ont posé des questions. On a bien découvert sur ta vie. Il est quand même une heure certaine. Il faut penser également à te reposer. Donc, je te remercie de m'avoir réinvité parce que c'est vrai que l'autre jour, on peut en profiter puisqu'il n'est pas là. Alain a été très envahissant, mais c'est toujours avec grand plaisir qu'on rigole. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas... Avant de nous quitter, j'aimerais quand même... Moi, j'ai une question à te poser que j'aurais aimé te poser la dernière fois. C'est qu'est-ce qui t'a mené à faire un livre sur le burn-out? C'est très simple. C'est très simple. Je suis à la base un entrepreneur. Je suis dans différents domaines d'activité. Et ça fait 20 ans que je suis dans le conseil pour des dirigeants, pour des sportifs de haut niveau. Et j'ai vu des cas de personnes qui ont sombré petit à petit dans ce fléau. Donc, j'ai aidé un certain nombre de personnes jusqu'au jour où j'ai rencontré un autre docteur que tu n'as pas rencontré, qui serait fort intéressant parce qu'il s'appelle le docteur Ali HDI. Il est médecin d'urgence. Il travaille beaucoup en ce moment et pour cause. Et en plus de ça, il a permis de mettre au point un test pour dépister le fameux virus avec un laboratoire. Donc, on a fait beaucoup de forcing pour que ça sorte et c'est sorti. Il est très présent dans les médias. Donc, il est très intéressant et dans notre état d'esprit, c'est-à-dire de rigoler, de s'amuser. Et donc, en discutant avec ce médecin, il a vu comment on fonctionnait. On a commencé à faire des émissions sur le sujet, à parler de ça. Et puis, j'ai rencontré Alain dans un autre contexte. Je l'ai fait se rencontrer et puis on est arrivé à parler de ça. On dit, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose parce qu'on en parle, mais si on ne fait que parler, on va faire un petit livre. En quoi Alain Delabosse est légitime pour écrire sur le burn-out alors que lui, il est nutritionniste? Mais il est tout à fait légitime parce que la nourriture est très importante. La manière dont tu te nourris est capitale. Si tu te nourris mal avec de mauvais ingrédients au mauvais moment, tu vas perturber ton organisme, tu vas perturber ton mental, tu vas prendre du poids comme il s'est passé en ce moment pour certains, ils prennent du poids et tu n'es pas bien. Donc, je dirais de l'alimentation te permet de garder une bonne forme mentale et émotionnelle et physique, bien sûr. Donc, elle est capitale. C'est pour ça qu'avec Alain, on intervient très souvent, puisque Alain va amener, comment dirais-je, le côté comment se nourrir et retrouver un poids de forme. Ce qui est très important, puisqu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas son poids de forme. Et moi, j'interviens avec lui parce que bien souvent, il y a des personnes qui veulent retrouver un poids de forme, mais qui, dans la tête, ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'il y a des blocages divers et variés. Donc, moi, avec ma méthodologie, je vais déverrouiller cela. Ça va leur faire du bien, ils retrouvent confiance en eux, ils vont dire effectivement, j'accepte tout à fait d'aller sur cette chrono qui n'est pas il l'a expliqué, qui n'est pas une manière c'est pas un régime, c'est encore une fois, c'est une manière de se nourrir qui est très simple et qui est très efficace. Une sorte d'hygiène nutritionnelle, quelque chose, une hygiène de vie. Mais complètement. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on est tous les trois, dans des domaines différents, et c'est pour ça qu'on a fait le livre. Il y a un médecin d'urgence qui est aussi médecin du sport et de catastrophes naturelles à l'IFJDI. On a de l'autre côté le nutritionniste et moi qui ne suis pas médecin ni thérapeute, mais qui, avec ma propre méthode, fait en sorte de rassembler tout ça. Donc, on arrive avec nos 3 expertises de terrain et on fait des choses qui sont absolument extraordinaires. Donc, ce qui est intéressant. Voilà pourquoi je suis arrivé au burn-out et je dis, tiens, on va faire un livre sur le burn-out. Il faut savoir que j'avais fait un premier livre il y a 15 ans, je crois, avec un titre un peu pompeux qui s'appelait « Les meilleures astuces pour réussir sa vie ». Fort heureusement, il n'y en a plus disponible en librairie parce que je n'aimais pas la couverture. Par contre, le contenu était très intéressant et je suis en discussion pour refaire un contenu
adapté à maintenant. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le livre sur le burn-out. Il y a d'autres choses qui sont prévues. Mais en plus de ça, c'est un sujet d'actualité. Parce que même confiné, il y a énormément de burn-out. Tu en parlais tout à l'heure. Le télétravail, je dirais le télétravail obligatoire. Personne n'est à l'abri parce que je connais par exemple de solopreneurs, des entrepreneurs. Il y a un danger de faire ce que tu aimes faire. Voilà. Moi, je dis souvent, quand je bosse, j'ai pas l'impression de bosser parce que ça m'éclate. Mais je bosse quand même. Oui. Et on n'est pas à l'abri non plus parce qu'il y a effectivement le physique, il y a la nourriture, il y a la fatigue. Et c'est pas parce qu'on aime faire ce qu'on fait qu'on est à l'abri d'un burn-out. C'est important. Mais non, du tout. Toi, François, il faut être vigilant. Tu as déjà eu un burn-out toi-même? Non. Pourquoi? Non. Alors, pourquoi? C'est chiant. Tu fais partie des rares gens qui me disent non, merde. Pourquoi tu n'en as jamais eu? Merde. Non, attends, je vais t'expliquer. Je pense que dans une autre vie, au temps où j'étais plus dans la partie industrielle, j'ai eu pas mal de complications dans mes affaires. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu un choc émotionnel assez fort parce que j'ai connu les contrôles fiscaux, j'ai connu les URSSAF, j'ai connu les grèves, j'ai connu les dépôts de bilan, j'ai tout connu. Donc c'est très intéressant. Et je pense qu'à cette époque-là, mais on ne parlait pas de burn-out comme toi, je pense que j'ai vécu des chocs intérieurs assez importants émotionnellement et que de cela, j'en ai récupéré, entre guillemets, ça m'a provoqué le diabète. Et je pense que, bon, ouais, donc si tu veux, parce que quand tu as ça, c'est que tu as un choc émotionnel assez fort. Ce qui n'est pas gênant parce que de cela, on pourra en parler, j'en ai fait une force et c'est très intéressant. Parce que soit tu dis, c'est une catastrophe, ça m'emmerde. Moi, je dis peut-être que heureusement que j'ai eu ça parce que ça m'a permis d'avoir encore d'autres formes de pensée, une autre hygiène de vie. Bien sûr qu'il faut se piquer, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Enfin, pour moi, c'est pas gênant. Et que je n'ai aucun, comment dirais-je, aucun effet secondaire négatif par rapport à ça. Donc, tout va bien de ce côté-là. Donc, je dirais, j'ai pas eu de burn-out, mais je pense que j'ai eu quand même suffisamment de pression intérieure pour prendre conscience de certaines choses. Donc, je suis tout à fait à même d'en parler, même si je n'ai pas fait le vrai burn-out, c'est-à-dire où tu te réveilles le matin, mais que tu n'as plus la force, la motivation pour te lever. Donc voilà, donc j'ai vécu mes propres expériences, et c'est grâce à ces expériences qui sont très enrichissantes, qui sont formatrices, qui sont des galères, comme toi tu expliquais tout à l'heure, parce que je rigolais, entre guillemets, quand tu te disais, je me retrouve devant une salle où j'ai 2 personnes, 3 personnes. J'ai connu ça, sauf que je n'avais pas loué une salle de 300 places. Mais quand tu prévois une salle, que tu fais tout le travail, etc., que tu y crois, que tu arrives, tu te dis, waouh, et tu dis quoi? Tu fais quoi? Tu fais la conférence ou tu fais pas? Oui, tu fais. Parce que tu as des personnes qui sont venues là pour t'écouter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui est venue t'écouter, elle va peut-être t'amener un contrat extraordinaire pour autre chose. C'est la seule et unique qui était là. Tu sais jamais. Tu sais jamais. Tu sais jamais. C'est ce qui fait le charme de la vie. Absolument. Il y a Alice qui dit, peut-on être expert en quelque chose qu'on n'a pas vécu? Moi, j'ai envie de dire, je te pose une autre question, Alice. Est-ce qu'on peut être cardiologue sans avoir eu une crise cardiaque? Mais qu'est-ce que toi, tu répondrais à Alice, François? Est-ce qu'on peut être expert en quelque chose qu'on n'a pas vécu? Tu as différentes manières, à la limite. Tu le disais tout à l'heure, tu vas bouquiner. Tu vas apprendre énormément de choses intellectuellement. Tu vas le comprendre et tu vas savoir replacer un certain nombre de choses. Intellectuellement. Maintenant, il y a une différence entre l'intellectuel et le vivre. Parce que quand tu le vis, c'est en toi, c'est tes tripes. Et tu sais expliquer quelque chose à la personne. Parce que tu sais comment ça se passe. Moi, quand je suis face à mes clients et que je leur explique certaines choses, je sais à l'avance ce qui va se passer. Madame, mais comment vous savez? Je dis, je sais. Parce que je vous dis ça, ça, ça et ça, il va se passer ça. Alors, on dit, mais c'est incroyable. Non, parce que je sais. Donc, ça permet de faire gagner du temps à la personne. En fait, une expertise, et je comprends pourquoi Alice dit ça, c'est parce que moi aussi, je suis très sensible, parce que je ne supporte plus tous ces gens qui s'autoproclament en experts de tout et n'importe quoi. Et ça, on en voit à foison sur le net. Tu as des gens qui ont... absolument. Tu as des gens qui ont lu 2 livres et ça y est, je suis expert en quelque chose. Et pour moi, ça ne fait pas d'eux des experts. Et effectivement, l'expert, c'est quelqu'un qui non seulement a vécu ce qu'il dit, walk the talk, comme on dit en anglais, hein, mais ou alors c'est quelqu'un qui en a fait une étude tellement poussée qu'il est capable d'en parler. Oui. Mais en tout cas, c'est révélateur. Oui. C'est une vraie étude qu'il a fait. Et moi, ce que j'entends chez toi,
C'est effectivement une vraie étude, une rencontre avec des gens, tu l'as pas écrit seul, une vraie compréhension du problème, et c'est devenu une expertise sans toi-même avoir traversé le burn-out. Non, c'est ce que je dis. J'ai pas traversé le burn-out. J'ai traversé des expériences qui m'ont été marquantes et qui m'ont laissé, je dirais, un certain nombre de choses, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais encore une fois, tout ce que je dis, je l'ai vécu et je continue à le vivre. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est également une des raisons pour lesquelles on est ici, pour vivre le maximum d'expériences, pour les passer. Parce que comme je le dis également à mes clients, si aujourd'hui tu vis une expérience, c'est que tu es en mesure de la passer. Après, il y en a qui la passent en surfant, il y en a qui passent en coulant, il y en a qui restent sur place. Est-ce que c'est pas plutôt une croyance, ça? Ça voudrait dire… C'est une croyance. Non, mais si je vais dans ton raisonnement, ça veut dire que la vie est prédestinée, et puisqu'elle est prédestinée, elle te sent capable de surmonter quelque chose, donc tu l'as. Parfois, on rencontre ça parfois même dans les écrits bibliques, qui te diront que Dieu ne te donnera pas d'épreuves plus difficiles que tu ne peux surmonter. Mais en fait, c'est toi qui le décides. Je sais pas. Ah, mais oui, mais alors, tout à fait d'accord, c'est toi qui le décides, mais en fonction de quoi? De ton état d'esprit. Oui. Si tu décides que la vague, tu ne peux pas la monter, tu dis, ah ben non, je ne peux pas, tu restes. C'est toi qui le décides. Si tu dis, bon, comment est-ce que je vais faire? Et que tu arrives à la monter, c'est bien une question d'état d'esprit. Ouais. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de confiance. En fait, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est que ce que l'on vit, c'est qu'on est probablement prêt pour le vivre. Je ne suis pas d'accord. Enfin, pas forcément. Ben, si tu regardes toutes les expériences que tu as eues, tu as réussi à les passer. Mais est-ce que j'étais prêt ou c'est mon attitude qui a fait que je les ai surmontées? J'étais peut-être pas prêt, j'ai été surpris, mais c'est mon état d'esprit qui a fait que je les ai surmontées. Oui, mais tu les as passées. Tu les as passées, ces expériences. Parce que souvent… C'est après. Regarde, Michel, combien de fois il y a des personnes, tu as dit, bon, allez, vas-y, non, je ne suis pas prêt. Et il y a des personnes qui ne seront jamais prêtes. Simplement, tu le pousses dans la piscine et ils vont nager. Mais tu en as plein, non, je ne suis pas prêt. Non, pas maintenant, pas maintenant. Donc… Il y a Pascal qui nous dit en informatique, on disait que le spécialiste est celui qui a des livres et que l'expert est celui qui les a lus. Moi, je dirais même plus, c'est celui même qui a appliqué ce qu'il a lu. Parce que, voilà, juste lire, ça ne suffit pas, mais j'irai même plus loin. Il a appliqué, il a lu et mis en application. Parce que c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. Mais, regarde, Michel, tout à l'heure, tu disais que tu prends dans ton école de conférencier des personnes à partir de 30 ans. Pourquoi? Parce que tu veux qu'ils aient une expérience de vie. Absolument. C'est tout. C'est l'expérience de vie qui est enrichissante. Quand tu arrives devant quelqu'un et tu connais ton sujet, que tu as une expérience de vie qui est très large. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs domaines d'activité, donc j'ai une expérience de vie très intéressante, sachant qu'à chaque fois, c'est l'être humain qui est au centre, parce que c'est lui qui est capital. Ben, je suis confortable dans plein de situations. Maintenant, je serai incapable de te réparer un téléphone, un ordinateur ou des choses comme ça, mais chacun sa partie. C'est l'expérience de vie qui est intéressante, surtout dans l'activité, dans les métiers dans lesquels on évolue. C'est l'être humain. Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est l'être humain qui, normalement, aujourd'hui, devrait prendre de plus en plus d'importance. Absolument. On est d'accord. Merci François. Merci beaucoup. Merci. Déjà d'avoir patienté si longtemps. Du coup, une émission que je voulais durer 2 heures, on est à 2h50. On aura encore battu un record. On avait battu le record la dernière fois avec Alain. On vient de rebattre le record. Non. Le record, c'était avec Alain, c'était plus de 3 heures avec Alain. On avait passé à plus. Donc, mais là, j'ai conscience que c'est ma faute, les amis. C'est ma faute parce que j'ai beaucoup parlé. Mais je pense que si vous me posez des questions, c'est aussi pour que je réponde. Et je trouve assez dommage de répondre que brièvement. Ce serait que des demi-réponses. Et les questions qui m'ont été posées ce soir sont aussi des réponses dans lesquelles il faut mettre dans des contextes pour bien comprendre comment se passent les choses. Absolument. De quoi vous m'aurez trouvé très superficiel. Et j'avais pas envie d'être superficiel. Merci François. Merci à vous. Et puis alors, bon déconfinement. Hein. Ah ben écoute, oui, pour pas que ça devienne une déconfiture. Mais tu sais, il y a un terme que j'ai lancé il y a quelques temps parce que je trouvais ça amusant. C'était le terme confine-action. Parce que tu peux être confiné, tu peux faire d'action. Intéressant. Oui. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller signer la pétition. Vas-y, va signer, on ne sera pas à temps de toute façon, je suis confiant. Je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir patienté. Merci, au revoir à tous. Et merci, parce que c'était très original d'avoir appelé mes parents. C'est très, très culotté. Et
C'est la première fois que ma mère raconte ça. C'est une exclusivité. C'est pour ça que Eh bien, je la remercie. Il y a que elle pour raconter ces histoires-là. Mais ton père était de mèche, était avec elle. Hein. Ouais, je les déteste tous les deux. Bisous. Ciao, ciao. Je vais finir par me tromper. Voilà, c'est fait. Voilà.